14 avril 2020 de Montréal en confinement, vous écoutez la balado-diffusion Gogoulet et ses experts. La balado qui vous permet d'entendre des experts du web, de l'éducation et de l'entrepreneuriat au Québec. Je suis Jean-François Goulet, consultant numérique et stratège marketing et je vous accompagne pour la série de discussions. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Maxime Pelchat du CAD 21. Basé sur la rive sud de Québec, Maxime est stratège numérique au CAD 21. Enseignant dans la région de Québec pendant 15 ans, Maxime est passionné d'innovation et de technologie. Innovateur, dans ses classes, il utilise les technologies pour aider la pédagogie de ses groupes. Maintenant en charge de la stratégie numérique du CAD 21, qui est un projet à but non lucratif qui a comme mission d'accompagner les intervenants francophones du monde de l'éducation dans leur réflexion et leur développement professionnel, Maxime peut maintenant prendre le recul nécessaire pour philosopher sur le monde de l'éducation. Une discussion avec un homme qui peut maintenant voir la forêt plutôt que les arbres. Sans plus attendre, Maxime Pelchat. On est avec Maxime Pelchat. Maxime, première question. Comment ça va en confinement? Salut Jean-François, ça va bien? Ça va bien. C'est sûr que c'est un réajustement parce que moi, je vivais déjà de télétravail depuis presque 2 ans maintenant, à temps plein. Et là, maintenant, je dois partager mon espace de télétravail avec 4 autres personnes au quotidien. Oups! Fait que c'est ça mon principal défi en ce moment, mais somme toute, ça va très, très bien, même avec 3 enfants qui vivent le primaire maintenant de la maison. Tu as la chance d'avoir vécu les deux côtés de l'éducation dans les dernières années. Juste pour faire un historique, comme j'ai dit en introduction, tu es un ancien enseignant. Tu as travaillé, on s'entend, tu es geek un peu aussi beaucoup. Là. Oh oui, ben c'est ça. Et maintenant, la palette de geek est quand même assez. Il y a un bel éventail. Fait que je dois être quelque part là-dedans. Ouais, c'est ça. Euh, Tu utilisais déjà la technologie, ça t'a permis de rencontrer un peu, après ça, par la suite, les personnes au CAD 21. CAD 21, pour le commun des mortels présentement, peux-tu juste m'expliquer un peu c'est quoi? Ouais, Cadre 21, c'est un organisme qui est basé à Montréal, puis comme tu l'as dit en introduction, là, qui est sans but lucratif et qui justement offre de la formation continue via des formations en ligne pour le personnel enseignant d'abord, mais je dirais tous les intervenants là, qui agissent en éducation dans la francophonie parce que les formations sont à 100% en français, du moins jusqu'à maintenant, parce que c'est quand même assez jeune, hein, ça a démarré en 2016. Fait que ça fait pas très longtemps là, que c'est dans le paysage de l'offre qui est là. Et puis, ben, c'est ça, dans les 2 dernières années, il y a vécu un envol assez particulier parce que justement, on est devenu partenaire du plan d'action numérique dans le volet éducation, donc avec le ministère de l'Éducation du Québec, qui a permis justement de déployer l'offre de formation continue qu'on a avec les formations en ligne à tout le personnel enseignant là, du préscolaire jusqu'à la formation aux adultes, là, en passant par le primaire et le secondaire notamment, la formation professionnelle aussi. Puis ben c'est ça, donc en 2 ans, ça a changé énormément. Et puis là, on est en ce moment avec une vingtaine de formations en ligne. Il y en a d'autres qui sont en élaboration en ce moment et qui couvrent une diversité de sujets. Puis ils sont regroupés, grosso modo, pour faire une histoire courte, là, en 3 axes. Il y a des compétences numériques, il y a des stratégies pédagogiques, puis il y a le soutien aux apprenants qui prend d'ailleurs de plus en plus de place là, dans les demandes là, qu'on reçoit là, pour avoir des ressources qui sont disponibles en ligne. Et puis, tout ça est basé sur une formule justement d'auto-formation, c'est-à-dire qu'on s'engage à son rythme dans le contenu qui est là. Et puis, à la fin de la démarche, on a des questions qui nous sont proposées pour réfléchir à comment tout ce qui est là pourrait être intégré dans ma pratique, dans ma classe, avec mes élèves. Et puis, il y a une reconnaissance avec un badge numérique qui est proposé justement pour que les profs tiennent des traces, dans le fond, de cette formation continue-là. Parce que, dans le fond, on consulter des choses, on le fait un petit peu tout le temps, là, notamment avec le réflexe de dire on va aller googler ça. Ben là, il y a comme une offre avec un tri qui est déjà fait, avec
la vérification des références et tout ça. Et puis, on suggère aux enseignants de se bâtir un portfolio professionnel dans lequel, justement, ils peuvent déposer ces badges-là. Et puis, rapidement, dans le fond, puisque les formations sont divisées sur 4 niveaux, ben, le premier niveau est très informatif, mais les 3 autres proposent justement d'aller vraiment vivre des choses avec ses élèves en action, puis d'en témoigner. Puis c'est comme ça que les badges numériques sont octroyés avec cette reconnaissance de l'action, dans le fond, qui est faite sur le terrain. Fait que c'est pas juste de s'informer, mais c'est aussi, dans le fond, de transformer cette information-là en matière pour agir auprès des élèves. Fait que c'est ce qu'on offre, dans le fond, là, dans le grand écosystème de la formation, je dirais, là, surtout de ce temps-ci, de la formation en ligne, qui se déploie de plus en plus dans le domaine de l'éducation. Je trouvais justement intéressant de te parler aujourd'hui. Écoute, on ne se le cachera pas, là, on se connaît depuis 2016, là, finalement, pratiquement. Là. Ouais. Mm-hmm. On a eu la chance là, d'intervenir dans des formations ensemble ou on a eu la chance aussi de se côtoyer là, dans certains milieux connexes. Nos chemins se sont croisés à plusieurs Ben oui, reprises. le monde Euh, est petit. Oui, oui, le monde est petit. Le monde du numérique au Québec, surtout axé ou avec une spécialisation, j'aime pas ça utiliser ça, mais avec un accent vers l'éducation. C'est pas gigantesque comme milieu encore. Il n'y a pas énormément d'intervenants. Fait qu'on a la chance de se croiser là, à quelques reprises. Là. Mm-hmm. Je trouvais intéressant de te parler aujourd'hui parce que, écoute, on ne se le cachera pas, les défis sont quand même assez importants pour la suite des choses, sans mettre de l'avant la COVID, mais on le voit là, entre autres, le succès que Zoom, la plateforme qu'on utilise même présentement, ou que toutes les plateformes de communication à distance ont eu au courant des dernières semaines, tout ça causé par le confinement. Écoute, j'étais vraiment intéressé à voir ton point de vue, puis à voir comment toi, tu voyais les changements qui étaient en train de s'opérer un peu, puis les différents défis. Euh, Rapidement, comme ça, le plus grand défi du numérique en éducation au Québec, selon toi, ça serait quoi? Ben, tu sais, c'est quelque chose qu'on avait déjà jasé ensemble dans le passé, là, sur le fait que depuis quelques années, dans le fond, l'aspect du numérique en éducation a été tout d'abord vu peut-être comme un gadget. Là, si on remonte à il y a plusieurs années, c'est beaucoup justement relié avec tout le domaine de l'informatique. Puis là, Oui, il y avait une couple de geeks, là, justement, là, ouais, peut-être c'est ça. quasiment par école, qui tripaient là-dessus, qui faisaient des projets et tout ça. Et ça restait quelque chose vraiment en parallèle. Mais là, dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est que il y a comme une espèce de fusion là, qui se fait avec la pratique, peut-être parce que justement, le numérique fait partie de notre vie de tous les jours. Là. C'est plus juste des gadgets, là, c'est une façon de vivre. Puis justement, le contexte actuel, avec le confinement, chacun de son côté, nous le démontre bien là, que maintenant le numérique fait partie de notre vie. C'est plus juste un outil, ça a transformé nos façons de vivre. Puis évidemment, dans le contexte dans lequel j'évolue, moi, au niveau de la formation continue, c'est sûr que là, tout d'un coup, justement, la, la, l'accessibilité des ressources en ligne devient justement un, un, un élément auquel on veut tendre de plus en plus parce qu'il permet de vraiment de dire j'ai un besoin précis. Il y a sûrement quelque chose quelque part dans le vaste monde numérique qui va correspondre à mes besoins. Mais encore, faut-il justement passer de l'autre côté de cette espèce de frontière peut-être culturelle entre, il y avait les geeks, justement, le techno d'avant, et puis cet élément de transposer notre vie de tous les jours, où est-ce que le numérique fait partie, à l'amener dans notre milieu de travail. Parce qu'il reste qu'au quotidien, un prof, son travail, c'est avant tout un travail relationnel. Il prend du sens parce qu'on est en interaction justement avec des gens. Donc, c'est le prof avec ses élèves, c'est le prof avec ses collègues, c'est le prof avec toute l'équipe école, les spécialistes, dans le fond, les professionnels qui tournent autour. Fait que c'est un écosystème vivant dans le réel. Mais là, ce qu'on voit, puis ce qui est encore plus patent là, en ce moment là, avec la situation actuelle, c'est de dire que cet écosystème-là continue de vivre, mais d'un aspect virtuel. Et que là, rapidement, ce qu'on a cherché à faire, puis même c'est ce que le ministère a proposé, puis le ministre avait fait une sortie un peu maladroite au début, là, mais je pense qu'il avait été compris par la grande majorité, c'est-à-dire il faut justement aller rechercher ce lien relationnel-là avec les jeunes, puis là, le numérique peut en faire partie aussi. Fait que, tu sais, je pense que le défi, c'est encore, hein, pour revenir à ta question, c'est vraiment de faire passer dans la culture
quasiment populaire, on pourrait dire, là, que le numérique, c'est une affaire de geek, c'est des gadgets, puis c'est des patentes. Puis non, non, non. Le numérique, ça fait maintenant partie en filigrane de toutes les sphères de notre vie. Puis il peut être utilisé justement comme moyen pour optimiser, des fois pour pallier, pour rendre plus performant, puis notamment aussi de permettre d'ouvrir l'école, hein, d'ouvrir les murs de l'école, faire en sorte qu'il y ait l'image qu'on entend souvent, qu'il y ait plus de fenêtres, justement, puis moins de murs là, de l'école face à la communauté dans laquelle elle évolue, autant pour, justement, faire rayonner ce que les élèves font, justement, à l'intérieur, que les belles réussites, les défis aussi que les profs vivent, puis d'échanger au-delà, justement, de son propre milieu en tant que tel. Fait que dans le fond, c'est de voir le pouvoir très, très, très grand que le numérique peut avoir dans cet écosystème scolaire dans lequel, justement, il y a ta communauté très, très proche avec tes élèves, tes collègues, l'équipe école, mais qu'il y a justement bien plus grand que ça aussi. Il y a toute, finalement, la communauté éducative au grand complet là, qui peut échanger à travers tout ça. Fait que c'est vraiment de faire ce passage-là entre les deux. C'est pas un outil, c'est maintenant une façon de vivre jusqu'à un certain point. Oui. Si je ne me trompe pas, le numérique n'a jamais fait partie intégrante de la structure éducative là, au Québec. Là. C'était ceux qui l'utilisaient, c'était par choix personnel. Donc, c'était les professeurs qui l'utilisaient. C'est eux qui voulaient le mettre de l'avant parce qu'il y avait un intérêt, parce qu'il y avait une facilité, parce qu'il y avait un goût à toucher un peu à ça. Là, on s'entend, là, on fait de la futurologie un peu, là, mais dans 3 à 8 semaines, disons, là, ça se peut que la pédale soit un peu plus dans le fond sur l'accélérateur pour tout ce qui est numérique. J'ai adoré, tu avais déjà donné une conférence que j'avais adorée sur les deux fossés. Sur les grands fossés qui existaient dans le domaine, entre autres, là, des réseaux sociaux, de la crainte, de la peur de certaines personnes d'adhérer à ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir un grand fossé se dessiner entre à l'interne entre certains corps professoraux, puis entre le corps professoral et les étudiants, les élèves? Est-ce qu'il y a quelque chose là aussi au point de vue technologique qui est un défi à aller chercher? Ben, il y a plusieurs éléments là, dans ce que tu apportes là-dedans. Là. Il y a notamment, un peu comme je disais tout à l'heure, là, cette espèce de passage entre le fait que le numérique ne concerne qu'une gang qui ont le goût de le faire par eux autres mêmes, puis que dans le fond, le reste de notre travail ne commande pas au-delà de prendre ses courriels ou de rentrer ses notes dans le portail informatique, là, justement, pour traitement administratif ou ultimement communication aux parents, ce qui s'est fait dans les dernières années. Ça, c'est une chose. D'un autre aspect, le fossé demeure encore sur ce que plusieurs ont mis comme étant un fossé générationnel, dans le fond. Il y a des jeunes avec qui on travaille en éducation qui le sont nés depuis déjà un bon bout de temps. Là. Ce sont des enfants, dans le fond, du numérique, parce que le numérique fait partie, dans le fond, de la vie. Hein, puis souvent, on regarde l'importance qu'Internet a pris dans nos vies, puis de voir que les enfants qui sont nés depuis la fin des années 90, dans le fond, ont toujours connu un monde branché et qui l'est de plus en plus. Alors que les adultes avec lesquels ils évoluent, dans le fond, à l'école, ben, eux ont connu la période de transition. Puis certains ont fait cette transition-là dans leur vie personnelle, mais pas au travail. D'autres ont décidé de faire le pont entre les deux. Fait que, tu sais, on se retrouve surtout avec ce fossé-là. Puis évidemment, ça fait qu'il y a il y a des repères culturels qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a des différences de langage là-dessus. Puis j'écoutais encore un Facebook Live de la spécialiste des médias sociaux, Nelly Brière, qui faisait référence justement à ça dans le contexte actuel, de dire si vous décidez comme prof d'utiliser, dans le fond, les médias sociaux, n'oubliez pas qu'il y a toute une culture, il y a tout un langage qui tourne autour de ça. Fait que s'y aventurer dans ce terrain-là, si vous n'êtes pas vraiment familier, ça se peut que vous trouviez ça un peu étrange parce que ça se trouve être un autre monde. Mais là, ce qu'on voit, dans le fond, depuis quelques semaines, c'est une accélération de cette espèce de, un peu comme un diagramme de Venn, dans le fond, là, que la zone mitoyenne, dans le fond, entre l'univers réel et l'univers virtuel, il se colle un peu plus. Je pense pas que ça va
En tout cas, c'est pas demain la veille que ça va se fondre les deux ensemble. Là. Tu parlais de Quand futurologie même, ouais. tantôt. On, on va prendre une grande respiration. Mais il reste que, dans le fond, cette zone mitoyenne-là, elle est de plus en plus importante. Puis, je pense que la situation actuelle nous amène à réfléchir sur le fait qu'il y a clairement des façons de faire qui émanent du numérique qui peuvent très bien fonctionner en période d'urgence, mais qui nous font réfléchir sur le fait que, ben là, si on n'était pas en crise, mais je pourrais faire ça aussi, je pourrais communiquer aussi comme ça, je pourrais proposer des ressources, proposer des tâches à faire à mes jeunes. Les jeunes pourraient, de l'autre côté, me transférer des choses, faire des productions de ce type-là. Et que ça fonctionne et que ça permet peut-être d'être aussi motivant que si on était justement en présence aussi là-dessus. Fait que ce fossé-là demeure encore dans une façon dont on voit le numérique. Est-ce que le numérique, on le vit ou on le subit jusqu'à un certain Ah point? oui, OK, oui, c'est une très bonne question, ça. Mm-hmm. Puis ça l'amène aussi une question sur la consommation de ce type de formation-là, ce type de contenu-là, parce que là, quand on tombe dans le numérique, que ce soit une formation, que ce soit une vidéo YouTube, mais on tombe dans un contenu. Est-ce qu'on ne rentre pas en compétition, justement, à ce moment-là, avec d'autres contenus que les jeunes voient ou même que les professeurs vont regarder? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de calquer une formule qui est plus ou moins appropriée pour l'éducation? Ou, et est-ce que l'élève aussi peut trouver le temps long quand lui, comme on avait déjà discuté, comme lui est habitué de voir sur YouTube des PL Cloutier ou des YouTubers québécois ou internationaux là, qui ont un beat très, 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 très rapide dans le montage, dans le delivery, puis ils ont une manière de présenter les choses qui sont très, 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 très très web. Hein? C'est vraiment ça. Tout est très poussé, tout est très vite. Puis là, de tomber dans une formule qui est plus stagnante ou un professeur qui est plus monotone, comment qu'on gère ça? Comment qu'on Ben, peut appréhender ça? je pense que c'est un peu, comme je disais tantôt, là, ce que Nelly Brière nous apportait la semaine dernière là, comme réflexion justement là-dessus. Et c'est sûr que quand on arrive dans le monde numérique et puis qu'on décide, par exemple, de produire du contenu, parce qu'il était beaucoup question de ça. Hein. Dans les dernières semaines, le ministère a demandé que du contenu soit produit pour justement épauler les parents, pour leur donner des ressources. Il y a plein d'organismes qui en ont fait. Des profs, des conseillers pédagogiques l'ont fait aussi. Là, on voit que cette semaine, c'est les émissions de Télé-Québec là, qui sont proposées justement avec du contenu. Fait qu'on a beaucoup axé sur une production de contenu en se disant comme, OK, tout ce qui n'existait pas en format numérique, il faut le créer. Bon, là, je pense qu'à travers ça, on a oublié qu'il en existait déjà aussi. Là, mais ça, c'est en période de crise, des fois, on oublie que Oui, des c'est fois, il sûr. y a des choses qui existent déjà, puis on va s'en apercevoir probablement à l'usage. Mais tu as raison. C'est sûr que là, il va y avoir un constat qui va apparaître, je pense, là, alors que là, ce contenu-là voyage, est utilisé et consommé, puis on va voir qu'il va souffrir, entre guillemets, de comparaison avec le contenu qui existe déjà dans le monde numérique, qui est fait par des pros du numérique, souvent, ceux qui l'ont étudié, qui travaillent tous les jours, puis qui ont peut-être des moyens, des ressources, l'équipement qui va avec pour que ce soit pro, pour que ce soit parfait. Puis de l'autre côté, on a toute cette culture aussi différente, hein, avec, comme tu l'as dit, avec un rythme, un débit, avec un langage, des symboles qui sont là et qui sont propres au numérique, qui ne feraient peut-être pas toujours du sens dans la vie réelle, mais qui en numérique font plein de sens. Et c'est sûr que là, il y a peut-être une adaptation. Fait que c'est sûr que si on veut juste faire de la substitution, c'est-à-dire prendre ce que j'avais déjà en format réel, qui était peut-être très traditionnel, puis de le transposer en numérique, si c'était déjà un peu drabe en personne, ça devrait être encore plus drabe, dans le fond, à distance. Parce que là, en plus, la proximité n'est pas là, hein, le lien n'est pas là, Non, c'est ça. l'interaction n'est pas là. Fait que, tu sais, je pense notamment au niveau postsecondaire, quand il y a encore des profs qui étaient plus en mode je lis un PowerPoint hein, que je présente, puis c'est ça le cours. Ben, si c'était plate en présence, ça va être encore plus plate à distance, parce que jusqu'à un certain point, on n'a pas besoin que quelqu'un nous le lise, on va le lire soi-même. Cette notion de distance avec le virtuel fait en sorte qu'on ne peut pas s'assurer à 100%
avec autant peut-être d'exactitude de la réaction, dans le fond, des autres personnes. C'est d'ailleurs un des défis qui a été beaucoup posé par ceux qui se sont lancés dans la visioconférence, par exemple, pour donner des cours, de voir qu'il y avait une certaine forme de perte de contrôle. Oui. Fait que si on veut transposer du réel en 100% numérique, juste en changeant, dans le fond, de dire, là, je ne suis pas en présence, mais je fais la même affaire dans une visioconférence, que ce soit un Zoom ou un autre, ben là, clairement, la distance fait en sorte que le prof perd le contrôle, c'est sûr, à ce niveau-là. Fait qu'il faut... Il y a un autre fossé qui s'en vient là, à ce niveau-là, puis c'est mon bon ami Pierre-Olivier Cloutier qui faisait cette remarque-là dans un billet qu'on a écrit il n'y a pas longtemps sur notre page Facebook du Head Café. C'était cette espèce de fracture pédagogique qui est en train d'émaner. Là. On la sent venir tranquillement, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans il y a des intervenants en éducation qui vont avoir besoin d'être accompagnés pour faire cette transition-là vers le numérique, sur le fait que ce qui peut se faire en réel et qui a il y a une certaine efficacité, ça veut dire que c'est probablement pas la même chose au niveau du virtuel. Puis là-dedans, ceux qui travaillent en enseignement à distance ont une bonne longueur d'avance à ce sujet-là. Puis clairement, ils sont mis à profit. Là. Je vois ce qui se passe au niveau collégial en ce moment. Puis évidemment, tous ceux qui travaillaient, notamment comme conseillers pédagogiques, à la formation à distance sont extrêmement sollicités parce qu'ils ont développé une expertise sur comment ça se passe quand on est en mode virtuel, parce que l'apprentissage, ou du moins la relation d'apprentissage n'est pas exactement la même qu'en présence. Ça se vit différemment, puis ça peut se vivre très, très bien. Mais il y a justement, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des façons de faire. Puis tout ça, justement, est un autre univers, justement, là, qui un autre cercle dans notre diagramme de Venn, justement, sur cette relation entre le réel, dans le fond, puis le virtuel dans une perspective d'apprentissage. Oui. Je dois dire que je suis très heureux du mandat que Télé-Québec a pris au rebond, là, parce qu'ils sont retournés sur un dizaine, là, on s'entend. Semble-t-il. D'être capable de faire de la production, puis d'être capable de créer du contenu. Ce qui m'apporte un peu à penser, là, on est dans une solution hybride, là, où justement, tu parlais des règles préétablies, où le monde de télévision les règles sont déjà un peu plus connues par la plupart des joueurs de l'industrie, puis des joueurs aussi de l'éducation. Ça permet ce côté hybride-là. Ils ont eu la chance d'utiliser des influenceurs de la télévision, Pierre-Luc Funk et d'autres. Est-ce que cette solution-là serait quelque chose qui pourrait être envisageable pour le monde de l'éducation, utiliser des influenceurs du web pour aider à créer du contenu ou du moins à jeter les bases des codes pour être capable de créer du contenu plus adapté? Ouais, pour une consommation à distance, évidemment. Mais ça revient à certains principes, dans le fond, de classe inversée, là. C'est qui est un courant là, qui se vit mieux depuis justement le numérique est là en éducation. Où est-ce que, puis là, pour ceux qui ne sont pas familiers, dans le fond, là, quand on parle de classe inversée, c'est que le classique, c'est je fais une capsule vidéo qui va expliquer justement un bout de matière. Les élèves peuvent justement aller regarder ça en ligne chez eux, par exemple, comme on pourrait faire pour un devoir ou une leçon. Et à ce moment-là, quand on revient en cours ensemble, toute la classe ensemble, mais le prof n'est pas en train d'expliquer peut-être de façon magistrale la notion qui est là, parce que chaque élève qui aurait fait son devoir l'aurait justement déjà vu. Et là, on entre en mode action. Fait qu'on enlève le rôle un peu plus peut-être passif, des fois classique là, en classe, là, où est-ce qu'on est 30 quelques devant un prof, pour se mettre en action. Puis là, on rentre en mode dépannage, on rentre en mode guide, on rentre en mode résolution de problèmes, on rentre en mode de coopération. Fait que c'est tout plein de façons de faire qui ont plus de temps et d'espace justement dans ce temps de classe-là parce qu'il y a eu justement de la consultation de contenu qui a été faite avant. Fait que c'est sûr que sachant qu'il y a des pros de production de contenu, si ces pros-là s'allient avec des pros de la pédagogie, c'est-à-dire comment justement on prend des notions puis qu'on a besoin de les vulgariser, de les présenter, de les modéliser pour que les jeunes comprennent, je pense qu'il y a dans cette association-là des deux, il pourrait y avoir
tirer le meilleur, dans le fond, des deux mondes pour créer, dans le fond, quasiment les meilleures capsules éducatives, justement, là-dessus. Mais encore, faut-il penser que ça, c'est comme un peu la matière première, puis après ça, l'enseignant est là pour, justement, aller accompagner Ouais. les jeunes avec leurs différents besoins, puis de déterminer quel est l'angle le meilleur pour que le jeune se mettre en mode, dans le fond, apprentissage. Parce que la spécialisation du prof, c'est ça. Fait que c'est comme si ça vient un peu, c'est pas nouveau là, en éducation, ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle. Là. Ça vient un peu transformer le rôle du prof dans un rôle qui est beaucoup plus axé sur le fait d'être un guide d'apprentissage pour accompagner justement le jeune ou même l'adulte jusqu'à un certain point, au lieu d'être celui qui détient la connaissance, puis qui va la donner, puis qui, après ça, laisse une place très limitée sur le fait de, ben, si finalement, si tu veux avoir une bonne note, c'est peut-être mieux de répéter la connaissance comme on te l'a présenté, de la façon que le prof veut l'entendre aussi. Fait que ça change, dans le fond, cette perspective-là. Fait qu'on pourrait penser aussi que ça va avoir un impact sur, ultimement, la formation des maîtres, dans le fond, à l'université, de comment on apprend à devenir prof. Ben, finalement, peut-être que la job de prof va avoir changé un peu, parce que cet aspect d'être le bon guide, celui qui pose le bon diagnostic sur ce jeune-là, qu'est-ce qu'il a besoin, dans le fond, pour que le déclic se fasse? Puis ultimement, c'est un déclic qui devrait apporter sur le fait d'aimer, dans le fond, apprendre. Parce que c'est ça qu'on souhaite. C'est comme ça qu'on réussit à diminuer le nombre de nos décrocheurs, par exemple. Oui. Non, non, c'est ça carrément. Puis, tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on peut prendre un virage numérique plus rapide ou plus précipité que forcément le rôle du professeur débarque. Comme tu dis, je pense qu'il y a vraiment une adaptation à faire, un rôle de tutorat, de mentor qui va être beaucoup plus important que le double ou même le triple rôle qu'il a présentement en classe. Oui, puis j'ajouterais même, Jean-François, que s'il y a quelque chose qu'il faut mettre en avant-plan aussi, c'est que le numérique permet le partage. Puis c'est Oui, un partage pas juste justement comme dans ta communauté proche, comme là, quand on parle de prof, là, de prof entre collègues dans son école. Là, tout d'un coup, cette communauté-là devient la communauté large de tous les éducateurs qui ont justement à traiter, par exemple, des mêmes apprentissages de contenu, de compétences à faire développer. Et c'est de voir parce qu'on a parlé beaucoup de production de contenu depuis tantôt, mais dans le fond, c'est de dire qu'il y a toujours probablement quelqu'un qui a pensé à produire le contenu auquel tu penses. oui, Il faut, puis pourquoi pas justement en profiter de l'expertise justement de quelqu'un qui s'est beaucoup attardé sur le contenu, c'est bien fait et tout ça, puis toi tu le récupères, tu n'as pas besoin de passer ce temps-là de préparation parce que souvent la préparation, ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour les profs. Là. Puis de garder ce temps précieux-là pour accompagner les jeunes, faire de la rétroaction, leur donner du feedback pour qu'ils puissent justement être bien aiguillés dans leurs apprentissages. Fait que c'est de libérer ce bout-là pour pouvoir faire ce que, dans le fond, le prof sait faire de mieux, c'est-à-dire comprendre chacun de ces jeunes et qu'est-ce qu'il y a de besoin là-dessus. Fait que ça, moi, ça, j'y crois beaucoup parce que de toute façon, c'est un peu l'implantation du numérique dans ma pratique professionnelle est venue beaucoup de ça. Là. Je pense que c'est cette notion-là de partage là, qui, au-delà de l'accès au contenu puis de Wikipédia là, au début, oui. Oui. mais cette notion de partage-là, puis Twitter, il y a quelques années, a été un vecteur de partage très, très, très important au niveau de la communauté éducative francophone de tout acabit. Puis même très élargi, là, pas juste ici au Québec, au Canada, dans l'Europe franco, et même ailleurs, là, justement, là, dans la francophonie. Puis ça, je pense que ça, il faut que ça continue, parce que c'est ce qui va permettre à rassurer aussi un paquet de d'intervenants en éducation qui débutent peut-être dans le fait de mettre le numérique dans leur pratique, à sentir qu'ils ne se ramassent pas avec la charge sur leurs épaules complètement débile, de tout reproduire, dans le fond, leur contenu, de tout transformer du jour au lendemain. Ce qui est pas... Non, 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 il y a déjà des gens qui le font bien. Il y a un paquet de ressources qui existent, puis c'est fou. Là. Tu sais, moi, ça fait 2 ans là, que je suis sorti de la classe, presque maintenant. Là. Et j'en découvre, j'en fais ça à chaque jour, des sites Internet avec des ressources fabuleuses, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, de la richesse que certains ont fait de leur compte Pinterest, de voir les choses qu'ils ont mis sur leurs différents babillards, c'est classé, tout ça, c'est complètement fou. Fait que je pense qu'il va falloir aussi penser à aiguiller les profs dans comment on fait de la veille, comment on Oui. fait de la curation de tout ça qui se partage, parce que d'ailleurs, ces semaines-ci,
avec ce qu'on a voulu déployer comme justement comme aide aux parents en leur proposant des ressources, des activités, etc. Là, en l'espace de 2 semaines, tout d'un coup, c'était comme un tsunami. Même moi, là, je veux dire, qui est très alerte à ces choses-là, là, moi, j'étais complètement saturé parce qu'il y en avait comme trop à un moment donné. Trop, Fait hein, que c'est ça. là, Une ça, c'est l'autre. inondation. Des fois, c'est le danger un petit peu du numérique aussi. Là. C'est comme quand on fait ses premiers pas sur Twitter, puis de voir que finalement, des tweets, quand tu t'es abonné à plein de monde, c'est parce que ça arrête comme juste plus. Fait que c'est comme quand est-ce que tu y vas, ben, faut que tu y ailles quand tu as besoin d'y aller. Puis après ça, il faut que tu saches comme quoi chercher si tu as besoin de chercher quelque chose. Fait que là, ça transforme aussi une certaine forme de formation continue aussi pour les profs. Si ça fait maintenant partie de notre pratique de la vie, ben voici des nouvelles compétences à développer justement pour réussir à tirer le meilleur, dans le fond, de cette nouvelle dimension numérique là, de l'éducation. Oui. Maxime, tu continues ta réflexion et ta philosophie avec un projet parascolaire, là, finalement, avec le Head Café. Parle-moi donc un petit peu de ton Head Café. Ouais, mais ça, le Head Café, je l'appelle vraiment comme ça, mon projet parascolaire. Puis comme tout projet parascolaire, des fois, on a du temps à mettre dessus, puis des fois, on n'en a pas beaucoup. C'est un peu un laboratoire pour moi, puis ça a démarré, ça faisait à peu près ça, là, vers 2017 peut-être. 2016-2017, avec mon ancien collègue Pierre-Olivier Cloutier, parce qu'on voyait, on suivait, on lisait un paquet de gens qui sont actifs dans le numérique depuis un bout de temps, qui tenaient un blog, etc. Puis on se disait comment ça serait le fun d'avoir pignon sur Internet, nous autres aussi à un moment donné. Puis là, tu sais, je voyais que les pages Facebook pouvaient être comme une façon de le faire, surtout qu'on pouvait le faire à deux, puis que c'était directement sur Facebook. Fait que ça a démarré un peu comme ça, puis on l'a démarré dans le cadre d'un événement, d'ailleurs, d'un événement réel, dans le monde réel, qui était le REFER, c'était c'est quoi donc l'acronyme? Le réseau des écoles, le rassemblement des écoles francophones en réseau. C'est ça? REFER. Et puis, ben, c'est ça. Puis, on se disait qu'on pouvait proposer quelque chose, puis que souvent, il y a des idées fantastiques qui se jasent, qui germent quand on prend en pause café. Fait que, puis surtout que pour les profs, c'est souvent un moment où est-ce que tu sors de ta classe, tu t'en vas prendre une tasse de café dans le salon des profs et tout ça, puis là, tu jases avec d'autres. Tu sors de ta bulle, tu t'en vas avec les autres, tu jases. Fait qu'on s'est dit que ça pouvait être sympathique comme ça, puis ça devient notre espace d'une part pour écrire des billets quand on a le temps, puis d'une autre part aussi pour partager des éléments qui se veulent des fois très référencés, les données probantes, tout ce qu'on peut aller chercher là, dans le fond sur la coche, mais aussi des affaires très sympathiques parce que des fois, je pense que une des premières ce qu'on a vu des premières manifestations sur les médias sociaux en éducation, il y a eu beaucoup de choses sérieuses, dans le fond, Oui. qui se sont déployées, peut-être parce que justement, ceux qui faisaient déjà des choses sérieuses, puis Dieu sait qu'il en faut, ont comme eu pignon sur rue aussi là, sur le web de différentes façons, puis que je voyais du côté anglo qu'il y avait beaucoup de choses très sympathiques, des choses des fois un peu satiriques, etc. Fait qu'on a décidé d'essayer de faire un mélange de tout ça. Ça donne notre saveur à nous. Puis, tu sais, on est rendu déjà presque 600 abonnés, alors qu'on n'a pas dépensé d'argent. C'est notre propre. 721 aujourd'hui. Ah oui? Bon, tu Là, vois, là. je Ouais. garde, Hein? je garde même plus le compte. Mais c'est ça, c'est de voir que au fil des partages, de citer des bons coups de personnes des fois qu'on connaît même pas, jusqu'à un certain Oui. point, de partager des découvertes aussi qu'on fait. Parce que ça existait beaucoup sur Twitter, puis ça l'est encore. Mais sur Facebook, c'était encore un petit peu parsemé. Malgré le fait que depuis 2-3 ans, je trouve qu'il y a énormément de groupes qui sont nés aussi. D'ailleurs, des groupes d'intérêt qui se sont dédoublés. Puis des fois, avoir le temps de ce parascolaire-là, ce serait d'en faire un instrument de réelle veille, tout ça, mais même moi, j'ai de la misère faudrait que je fasse de la formation continue, justement, moi-même, à ce Oui, c'est ça. sujet-là, pour garder ma veille la plus sur la coche possible. Écoute, Maxime, ce que je retiens de la discussion avec toi aujourd'hui, c'est partage de savoir, partage de contenu, partage d'idées, partage de discussion. C'est ça qui revient, puis c'est comme ça que le monde de l'éducation va réussir à aller un peu plus loin, puis être capable là, de faire le saut tranquillement vers un numérique qui est intelligent, puis un numérique qui est bien utilisé, plutôt que quelque chose qui va être garoché, puis qu'il va falloir que des intervenants externes interviennent.
Maxime, c'est tellement toujours un plaisir de te parler. On a eu des discussions même. Souvent, quand on fait des formations où on est impliqué un et l'autre, les discussions sont souvent plus longues que la formation. Ben, c'est ça, on n'a même pas parlé de TikTok, là, tu vois. Ah Regarde. non, même pas, même pas. On n'a même pas la chance. Il va falloir que tu reviennes. Tu n'auras pas Ben le non, mais choix. c'est ça, Hein? on prendra ça, on en fera une mensuelle, là, s'il faut, là, zéro Ça stress. va me faire extrêmement plaisir. Tu sais que c'est toujours un plaisir de te parler. Je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Je sais que tu es débordé de ce temps-là avec toutes les différentes questions que le cadre 21 peut avoir sur le numérique. C'est Vous bon êtes une signe. ressource. Puis, c'est toujours plaisant de te parler. Je te souhaite une bonne santé. Santé chez vous, santé à tes Pareillement. membres. Puis, faites attention à vous autres. Puis, écoute, je te réinvite n'importe quand. Super. Maxime, merci. Bonne journée. Au plaisir. Bye bye.